Mardi 20 février, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Le 60e Salon de l'Agriculture démarre samedi prochain, au programme notamment de l'événement qui a accueilli l'an passé plus de 600 000 visiteurs, le concours des meilleurs jeunes bouchers de France. Dans les Yvelines, ils sont 3 à être en lice, tous élèves au CFA de Versailles. Rencontre avec Mathis Lucas qui est en apprentissage dans une boucherie de Fontenay-le-Fleury. J-157 avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. À l'approche de l'échéance sportive, le public a pu rencontrer une championne d'escrime. La médaillée olympique Manon Apiti-Brunet animait une initiation de sa discipline. C'était il y a quelques jours au centre commercial SkyWest à Montigny-le-Bretonneux. Un mystère vieux de plus d'un siècle qui vient d'être résolu. Les vitraux perdus d'Émile Zola ont enfin été retrouvés aux États-Unis à la fin d'une longue chasse au trésor menée avec panache par un guide conférencier de la maison Zola à Médan. Explication à suivre. Et puis approchez-vous des personnes handicapées, c'est le nom de ce livre publié aux éditions Maya. Ce recueil poétique cherche à faire connaître davantage celles et ceux qui sont touchés par le handicap. Il est écrit par l'Yvelinois Jacques Costil, président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Il sera notre invité en deuxième partie d'émission. Mais pour débuter ce 7-8, le point tout de suite sur les informations du jour. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. Et on débute ces informations avec une nouvelle qui concerne le décès de l'élu d'Elancourt. On en parlait hier, élu d'Elancourt et des Yvelines, Anne Capio. Elle aura droit donc à un hommage. Décédée le week-end dernier à l'âge de 64 ans des suites d'une maladie, Anne Capio aura le droit à un hommage. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le maire d'Elancourt et président de 50 ans en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Ses obsèques auront lieu ce vendredi 23 février à 9h30 à l'église Notre-Dame de Morpin. Un hommage républicain se tiendra après la cérémonie sur le parvis de la mairie d'Elancourt. Plusieurs personnalités politiques des Yvelines et de la région devraient être présentes. Vous nous parlez à présent des pompiers des Yvelines, pourquoi ? Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont sorti leur rétrospective 2023 sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo de 2 minutes, on apprend qu'ils ont eu 279 960 appels exactement l'année dernière. Ils ont réalisé un peu plus de 96 000 interventions sur la période et les soldats du feu ont lutté contre un peu plus de 5 400 incendies. Ils sont aussi allés aider les populations en France lors des feux de forêt ou lors des inondations. Les pompiers du 78 sont également partis à l'international comme lors du séisme en Turquie. Si vous voulez retrouver la vidéo, elle est disponible sur X. Et pour terminer, on va prendre la direction de la médiathèque du canal de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler d'un rendez-vous. Et plus précisément, un rendez-vous sport. La structure propose à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce samedi des ateliers corps et santé, un atelier sur la gestion du stress, des jeux vidéo sur le sport ou encore un quiz spécial sur les Jeux Olympiques. Un beau programme si vous êtes dans le secteur pendant les vacances. Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la médiathèque du canal de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Mickaël pour toutes ces informations. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Ils sont en finale, 3 jeunes Yvelinois sont en lice pour devenir le meilleur jeune boucher de France. Le concours se déroulera lors du Salon de l'Agriculture à partir de dimanche prochain. Parmi les candidats, Mathis Lucas qui est apprenti à la boucherie du parc de Fontenay-le-Fleury. Il devra montrer son savoir-faire devant un jury de professionnels. Mathilde Franco a pu le rencontrer. Qui sera le meilleur jeune boucher de France ? Mathis Lucas, apprenti à la boucherie du parc de Fontenay-le-Fleury depuis maintenant 4 ans, se prépare à ce concours qui aura lieu au Salon international de l'agriculture. Moi je pense qu'il faut pas se mettre la pression, c'est le meilleur moyen de rater. Après il faut pas y aller serein non plus, ça reste un concours. Donc il faut être confiant et assurer le jour même. Avec Mathis, 2 autres apprentis du CFA de Versailles participent à la finale du meilleur jeune boucher de France. Face à eux, 15 autres candidats. Plusieurs épreuves les attendent, désosser une épaule d'agneau, faire un rôti de veau ou encore préparer une côte de bœuf. Pour se démarquer devant le jury de professionnels, les candidats devront savoir mêler finesse, technique et savoir-faire. Il y a plein de qualités, un ou 2 défauts, mais plus de qualités que de défauts, ça c'est sûr. Il est très motivé pour son âge, c'est rare, et c'est pour ça qu'on le garde. Il a une très bonne technique de désossage, il épluche très bien et rapidement, il ficelle bien, il a une qualité de travail fine qui est impeccable. De toute façon, il travaille beaucoup de viande, donc il est habitué, quoi. Il connaît son job à la perfection.
Ce concours a pour objectif de faire découvrir au public le travail minutieux des boucheries françaises. Il se déroulera sur 3 jours, les 25, 27 et 29 février au Salon international de l'agriculture. Pour Mathis Lucas, devenir boucher était une évidence. Le jeune de 18 ans espère ouvrir sa propre boutique plus tard. Une championne d'escrime à Montigny-le-Bretonneux. Il y a quelques jours, la médaillée olympique Manon Apiti-Brunet proposait une initiation de son sport au centre commercial SkyWest. Démonstration, séance photo ou autographe, une occasion pour les curieux d'affronter leur idole et de bénéficier de ses conseils. Le reportage de Julien Leroy. Ouais. T'es prêt à glisser ? L'escrime était à l'honneur ce samedi 17 février à Montigny-le-Bretonneux. La sportive Manon Apiti-Brunet proposait une initiation gratuite au centre commercial SkyWest. Double médaillée olympique, championne d'Europe 2023 et médaillée d'or en Coupe du Monde 2024. Un palmarès impressionnant pour ces jeunes, un souvenir inoubliable. Je trouve ça très sympa de partager ma passion. Je pense que ça peut les faire rêver. Je peux leur montrer que en fait, une passion peut devenir un métier, c'est pas que un hobby. Donc, et puis leur faire découvrir qu'on est aussi accessible. C'est pas parce que, on peut pas rencontrer Kylian Mbappé, qu'on peut pas rencontrer des sportifs de haut niveau de notre sport. Avant Manon, je regardais ses matchs, etc. C'est ce qui est encore plus impressionnant du coup de pouvoir tirer avec elle. Tout à l'heure je me disais, je crois que je vais me réveiller demain matin et je vais dire c'était un rêve ou, ou pas, non c'est la vraie vie. Pour les confirmer, l'occasion de bénéficier des précieux conseils de Manon. Pour les novices, un premier contact avec le masque et le sabre. Un moment de partage à la découverte d'un sport souvent méconnu du grand public. Au début, j'étais un peu stressée. Mais après, quand j'ai essayé, j'ai tout de suite bien aimé. C'est formidable de jouer contre une championne. C'est une chance. Manon incarne les valeurs qui sont le sens de la famille, le succès, le dépassement de soi, l'humilité. Tout ce qui nous tient à cœur au sein de SGM. Tout comme Manon Apiti-Brunet, la Société des grands magasins invitera 4 autres sportifs à SkyWest dans les prochains mois. Rakim Magomadov, triple champion d'Europe de lutte, ou Johan Doy-Brouard, double médaillé européen 2022 de natation. Chacun est attendu pour une démonstration avant les Jeux Olympiques 2024. Allez, on ouvre une page culture dans le 7-8. Ils avaient disparu depuis plus d'un siècle. Les vitraux de l'écrivain Émile Zola ont été retrouvés aux États-Unis, à la fin heureuse d'une véritable chasse au trésor grâce aux recherches minutieuses d'une personne, un guide conférencier à la maison Zola à Médan. Les explications de Mathilde Franco. Au sein de la petite commune de Médan se trouve la maison d'un célèbre écrivain et journaliste, Émile Zola. C'est dans cette demeure qu'un mystère de plus d'un siècle vient d'être résolu. Dans le bureau de l'auteur du roman de Germinal se trouve une grande fenêtre où il manque 12 vitraux. Une énigme incroyable qui a traversé l'Atlantique. La seule information qu'on avait, c'était qu'un Américain les avait achetés sans aucune autre forme ni aucun nom. Donc depuis 120 ans, on était à leur recherche. Un soir, rentrant chez moi, je me suis dit, je vais quand même regarder sur Internet, jeter un œil en me disant que j'allais faire différemment des autres. J'ai cherché comme si j'étais un Américain, j'ai tapé sur Google l'ensemble en anglais. J'ai eu quelques liens assez intéressants qui m'ont emmené vers des livres qui font une checklist, une liste de tous les vitraux français et européens achetés aux États-Unis avant 1941. Grâce à ses recherches rigoureuses, le guide conférencier finit par tomber sur les fameux vitraux d'Émile Zola. Ces derniers se trouvent dans une école catholique new-yorkaise, une retrouvaille qui n'aurait peut-être jamais eu lieu si l'écrivain n'avait pas eu l'idée de photographier ces vitraux. La chance qu'on avait, c'est que Émile Zola était photographe, donc depuis à peu près 1888,
et il les avait pris en photo. Donc j'ai pu les comparer avec les photos que j'ai trouvées dans ces livres. Et ensuite, quand j'ai tapé le nom de l'école, sur Instagram, j'ai retrouvé ces vitraux où des enfants, des élèves étaient en photo devant. Et ça a été un plaisir extraordinaire, puisqu'on ne les connaissait qu'en noir et blanc, et de pouvoir découvrir leurs couleurs, et puis surtout savoir où ils étaient. Ce fut vraiment une belle révolution dans le monde zolien et pour la maison. Au cœur du bureau du romancier, une imposante cheminée sur laquelle on peut lire « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne. Qui sait, ces vitraux ont peut-être inspiré Émile Zola lors de l'écriture de ses nombreux romans ou lorsqu'il a rédigé son fameux article « J'accuse » en plein cœur de l'affaire Dreyfus. Les vitraux ont trôné ici, on va dire, pendant 13 années. Donc, Émile Zola était face à eux et il écrivait à peu près en moyenne tous les matins. En remerciement, Lionel Burguin a reçu la médaille de Malestroit, car la ville bretonne a possédé pendant plus de 300 ans ces vitraux. Mais la chasse au trésor n'est pas terminée pour le guide conférencier. Seulement 10 vitraux ont été retrouvés. Il est donc toujours à la recherche des 2 derniers. Le 9 mars prochain, le comédien André Dussolier se produira sur les planches du Prisme à Elancourt pour un seul en scène, sans dessus-dessous. Voici 3 raisons de prendre vos places au micro de Mathilde Franco. Bonjour, Thomas Perron-Arnaud, directeur du Prisme Elancourt. Je vous présente les 3 raisons de venir voir le spectacle d'André Dussolier sans dessus-dessous au Prisme Elancourt. La première raison, c'est la notoriété, le charisme et le monstre sacré qu'est André Dussolier. La deuxième raison, c'est sa voix, son phrasé. Et la dernière raison, c'est les textes. Voilà, il y a plusieurs textes, Hugo, Guitry, voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce que je vous invite à venir voir, parce que c'est l'adéquation entre la voix de Dussolier, sa notoriété et les textes qui ont été choisis, la mise en scène. Voilà, spectacle littéraire, mais un seul en scène. Sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose, ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Voilà, c'était mes 3 raisons de venir voir André Dussolier au Prisme à Elancourt le samedi 9 mars à 20h30. Versailles, place forte du street art. Depuis plusieurs années, la pratique se développe dans la ville et une dizaine d'œuvres ornent même les murs des immeubles dans le quartier de Jussieu. Vous pouvez les découvrir grâce à des visites guidées. Gabriel Gontier et Clara de Frutos. Et donc ce village de Montreuil, il a été annexé à Versailles à peu près à l'époque de la Révolution française et après il a été découpé. Découvrir l'histoire de Versailles au travers des fresques de street art du quartier Jussieu. Jusqu'à fin avril 2024, la Cité Royale propose une visite guidée au travers d'une dizaine d'œuvres monumentales réalisées pour introduire l'art contemporain et populaire dans ce quartier. L'art était vraiment absent ici parce que c'est un quartier plutôt de logement qu'on ne traverse pas forcément, voilà, et résidentiel. Et donc il fallait introduire l'art ici. Donc c'est comme ça qu'on a souhaité l'introduire et on a cherché un art de très grande qualité pour qu'il attire des visiteurs maintenant. Donc ça permet à des gens qui avant ne visitaient pas ce quartier de venir visiter comme aujourd'hui le quartier, le découvrir parce que c'est une découverte totale. Pour cette dizaine de réalisations poétiques, le thème de la nature a été retenu. Un clin d'œil au botaniste Bernard de Jussieu, mais aussi à la localisation du quartier, situé sur d'anciens terrains maraîchers et horticoles. Commandés par la ville, ces graphes permettent de faire découvrir l'art là où on ne l'attend pas. C'est vraiment bien de pouvoir faire de l'art effectivement directement dans la rue. Enfin, ça permet effectivement de faire sortir, on va dire, ce que les gens ne vont pas forcément aller voir dans un musée. Là, du coup, ils l'ont directement en bas de chez eux. Depuis plusieurs années maintenant, l'art contemporain fleurit à Versailles. Une autre balade street art est proposée dans le centre-ville.
Chaque mardi, Maxence Delacrouet, jeune Yvelinois passionné d'histoire, vous en apprend plus sur l'histoire du département. Et ce soir, Maxence met en lumière Clément Ader, un pionnier de l'aviation qui a même fait des expérimentations sur le plateau de Satory. Le quartier Satory à Versailles, vous connaissez ? Outre le camp militaire et la zone industrielle, il s'en est passé des choses là-bas. On repart en arrière. Le 19e siècle, marqué par la révolution industrielle, a vu les prémices de l'aviation. Plusieurs démonstrations sont remarquables, mais celle de Clément Ader en 1890 est exceptionnelle. Clément Ader est possiblement le premier à avoir fait décoller un engin motorisé plus lourd que l'air. Et pas n'importe où, à Satory, base qui deviendra aujourd'hui celle de Saint-Cyr. Clément Ader a été le constructeur de 3 avions, l'Éole, le Zéphyr et l'Aquilon. Après une faible tentative en 1887 et un abandon de projet avec le 2e modèle, la démonstration de 1890, elle, est phénoménale. Après avoir parcouru 50 mètres sur le sol, il finit par voler toujours en ligne droite. Mais il change soudainement de direction au bout de 100 mètres, ce qui n'était pas prévu dans le tracé initial. Il finit par atterrir brutalement. C'était une chute accidentelle, certes, mais une démonstration largement concluante à 2 ou 3 mètres d'altitude. Dans un instant, l'invité du 7-8, ce sera juste après les prévisions météo de demain. La grisaille qui tient et qui sera encore persistante dans la matinée de mercredi dans les Yvelines. Il fera 8 degrés sur une grande partie du territoire. C'est plus doux dans le nord du département avec 10 degrés dans le secteur de Mantes-la-Jolie. L'après-midi, des conditions pluvieuses seront présentes dans les Yvelines. Côté température, comptez 10 degrés sur l'ensemble du territoire. Et ce mercredi 21 février, nous fêterons les Damiens. Tout de suite, l'invité du 7-8. Approchez-vous des personnes handicapées, c'est un véritable cri du cœur, une ode à la vie portée dans cet ouvrage publié aux éditions Maya, un recueil poétique pour mieux connaître et comprendre les personnes touchées par le handicap. Et c'est écrit par vous, Jacques Costil, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous êtes vous-même concerné par cette thématique puisque vous êtes parent de 2 enfants en situation de handicap, dont un qui est atteint de trisomie 21. Vous êtes d'ailleurs le président de l'association française pour la recherche sur la trisomie 21. Vous avez été élu local pendant de nombreuses années et notamment sur cette question du handicap. Comment vous est venue l'idée d'écrire un tel ouvrage sur le handicap ? Alors, l'ouvrage sur le handicap, c'est pas le premier d'ailleurs. Le premier est sorti en 2003, c'est qui était Réflexion sur le handicap. Et là, j'ai voulu que ce soit un livre bienveillant. Et donc, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché sur différentes pathologies et pour trouver les bons mots et créer un fil rouge qui est de dire que le handicap ne définit pas la personne. Et donc j'ai travaillé sur la naissance, l'annonce du handicap, qui est un moment toujours un peu difficile à passer pour les parents que nous sommes lorsque ça se passe à la naissance. Mais après, il y a aussi l'annonce du handicap pour les personnes en cours de vie. C'est toujours des moments difficiles qui, s'ils sont acceptés, vont rendre la vie plus facile à la famille et à la personne elle-même. Alors ce qui est original dans cet ouvrage, c'est que vous le faites sous forme poétique et notamment en utilisant des haïkus. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est bien ça, c'est quoi un haïku ? Alors un haïku, ce sont des petits poèmes japonais constitués de 17 syllabes. La première ligne 5, la deuxième 7 et la troisième 5. Et donc, initialement, c'était fait pour l'environnement. Et ça s'est démocratisé. Et maintenant, vous avez d'ailleurs des personnes qui sont haïkusistes, des écrivains haïkusistes qui éditent des livres. Voilà, et pourquoi utiliser cette forme poétique, justement, pour parler de handicap ? Pourquoi c'était intéressant ? Qu'est-ce que vous trouviez intéressant ? Passer un bon message, ça se fait en minimum de mots. Et donc, j'ai essayé de trouver les bons mots, les justes mots qui s'associent pour arriver à faire un ensemble qui est compréhensible déjà par tout le monde, car il ne s'agit pas de prendre un dictionnaire pour aller chercher la définition d'un mot. Et donc, c'est un peu le travail que j'ai voulu faire, qui m'a demandé une quinzaine d'années, bien sûr.
Alors le but de l'ouvrage, vous l'avez dit, c'est de rapprocher les lecteurs des personnes en situation de handicap pour les aider à mieux connaître, mieux comprendre leur quotidien. Alors, et après, excusez-moi, et après approcher les personnes. Mais comment on y parvient alors? Comment y parvenir? Déjà, comprendre la pathologie. Mieux connaître la pathologie, c'est déjà pouvoir mieux approcher la personne. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ma volonté dans l'écriture de ce livre. Il y a des barrières peut-être encore aujourd'hui, peut-être de la méconnaissance sur le sujet? Oui, beaucoup de barrières. On le voit bien au niveau de l'emploi. C'est quand même assez récurrent depuis 30 ans, malgré toutes les lois. Le taux d'emploi des personnes handicapées n'a pas beaucoup changé. Donc ça prouve qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il y a un message poétique sur l'emploi des personnes handicapées. Et plus qu'un livre pour rapprocher justement les lecteurs de ces personnes en situation de handicap, est-ce que c'est pas tout simplement une invitation à aller vers l'autre aussi, cet ouvrage? Sûr, c'était une invitation à aller vers l'autre. Lire, comprendre et s'en approcher. Et lorsque je montre le titre de mon livre à des personnes en fauteuil, ils me disent bravo, parce que c'est exactement ce qui nous manque, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées ou comment dirais-je, vivent pratiquement seules. Oui. Et donc ils cherchent aussi à ce qu'on les comprenne mieux, et c'est déjà une première chose. Mon fils aîné, qui a plus 48 ans, n'est pas marié, et bon voilà. Et justement, pour trouver l'inspiration, vous êtes inspiré de votre histoire personnelle, peut-être aussi des témoignages que vous avez pu recueillir comme président d'une association qui œuvre justement pour la recherche sur la trisomie 21. Oui, bien sûr, on organise des colloques, et donc j'ai beaucoup de rencontres. Déjà, en tant qu'élu à Montigny-le-Bretonneux, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différentes pathologies, ce qui m'a permis de mieux les comprendre leurs difficultés. Et là, en tant que président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, dans la trisomie 21, il y a différents niveaux, on le voit tout de suite. Donc, vous allez sur Grenoble, ils ont les Alpes juste à côté, donc ils vont faire du ski. Et ils ont moins d'embonpoint que les personnes qui sont plus en région parisienne, comme nous, quoi, voilà. Et tout ça, c'est des variations. Dans une même pathologie, il y a différentes variations, donc voilà. Et vous parliez de votre engagement comme élu local auparavant à Montigny-le-Bretonneux, notamment sur le handicap. Justement, le livre est préfacé par Laurent Merker, qui est l'actuel maire de Montigny-le-Bretonneux. Pourquoi le choisir lui pour la préface? Alors je l'ai choisi parce que Montigny est quand même une ville qui a toujours œuvré pour le handicap. Ayant été moi-même dans les années 90 adjoint au maire en charge des personnes handicapées, à l'époque, uniquement, c'est-à-dire que je ne m'occupais pas du CCAS. À l'époque, il n'y avait que 2 élus en France qui s'occupaient que des personnes handicapées, et dont je faisais partie. Et donc, j'avais mis en place des manifestations sportives et culturelles autour du handicap. On a fait des expositions de peinture qui étaient des expositions, des peintures faites par les personnes en fauteuil à l'époque. Et j'ai fondé l'association handisport adapté, qui est devenue CAPSA maintenant. Et donc, toutes ces rencontres de différentes personnes m'ont permis de mieux comprendre. Et donc, pourquoi Laurent Merker? Parce que la commune a poursuivi le travail qu'on avait initié avec Nicolas Abou, et que je pense que c'était la bonne personne pour préfacer un livre. Et quand je lui ai proposé, il était vraiment ravi, parce que c'était la première préface qu'il faisait pour un livre. Et donc, il sera le 9 mars à 16h à mes côtés. Oui, il y aura une dédicace de votre livre le 9 mars à 16h. Ce sera à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Voilà, il sera présent également il signera sa préface.
Donc voilà, donc je rappelle en tout cas les informations, hein, c'est ce livre que vous publiez donc aux éditions Maya, Approchez-vous des personnes handicapées, c'est au prix de 18 € et vous l'avez rappelé, donc une dédicace sera organisée le 9 mars à 16h à la librairie Le Pavé du Canal. Je signale aussi que vous avez publié d'autres ouvrages, hein, c'est le 5e ouvrage et notamment un autre ouvrage sur la poésie, ma poésie du cœur. Juste une dernière question, qu'est-ce qui vous plaît dans la poésie? Pourquoi c'est un moyen d'expression que vous choisissez? C'est un moyen d'expression que j'ai trouvé très sympathique. Après avoir écrit le livre Réflexions sur le handicap, je suis allé à un forum des associations à Vélizy et j'ai découvert lors de ce forum une personne qui mettait en place un moment où on pouvait faire de l'écriture, quoi. Et donc j'ai participé à les samedis matins à Vélizy, j'allais à ces moments d'écriture et donc on a pu voir les romans, on a aussi évoqué les poèmes, les haïkus et tout ça, ce qui m'a amené à travailler pas mal sur les poèmes notamment. D'ailleurs, avant ces livres-là, j'avais écrit Ma poésie du monde aux éditions Public Book. Merci en tout cas d'être venu parler de ce travail en plateau et de ce nouveau livre. Jacques Costil, merci encore d'avoir été avec nous. Et voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Et demain, pour une nouvelle édition, vous retrouverez Mathilde Franco à la présentation. Belle soirée sur TV78.